Oui, un petit peu quand même. Alors, je vais demander aux personnes qui sont debout de s'asseoir. Euh, Nous voilà de retour dans la salle de conférence après cette session hors les murs avec une visite des expositions Sérendipité et l'archiviste entre mémoire et oubli. Un moment qui a également été l'occasion de découvrir une opération de collecte originale autour du centenaire du bâtiment. Une opération pilotée par Séverine Bourdet et menée par nos 4 chargés de collecte et dont l'analyse et le traitement, Séverine a pu le dire, sont désormais en cours en attendant les dernières conclusions et la définition d'une politique de collecte plus globale. Cette opération, comme toutes les manifestations inscrites dans le cadre du centenaire de notre bâtiment originel, ne nous fait évidemment pas oublier l'étape déterminante dans les années 1989-1994, qui a vu la restructuration et l'extension de notre bâtiment. Une ambitieuse opération dont l'année écoulée, 2023, a marqué les 30 ans. Ce vaste programme de commémoration qui a été le nôtre depuis le printemps dernier n'aurait pas été complet sans un témoignage vivant des acteurs de cette étape déterminante. Et je n'en dis pas davantage, je vous laisse découvrir le regard croisé qui suit. Dominique Perrault et Joël Surcouf, bonjour. Je suis Cyril Daïdé, le directeur des archives départementales de la Mayenne. Dominique Perrault, vous êtes architecte, urbaniste, membre de l'Institut. Vous avez été Grand Prix national d'architecture en 1993, une année dont nous reparlerons. Et vous avez reçu la grande médaille d'or de l'Académie d'architecture pour l'ensemble de votre œuvre en 2010. Vous êtes par ailleurs officier de la Légion d'honneur et lauréat d'une trentaine de concours nationaux ou internationaux. On connaît enfin votre engagement en faveur de l'enseignement et de la transmission à travers l'université féminine d'Ewa en Corée ou encore le domaine de Frappotel dans l'Oise. Quant à vous, Joël Surcouf, vous êtes archiviste paléographe, vous êtes conservateur général honoraire du patrimoine, vous êtes également directeur honoraire des archives départementales de la Mayenne, que vous avez dirigé de 1974 à 2011. Et vous êtes enfin officier des arts et lettres et des palmes académiques. Dominique Perrault et Joël Surcouf, vous avez mené de la toute fin des années 1980 au milieu des années 1990 un projet en commun, l'extension et la restructuration du bâtiment des archives départementales de la Mayenne, dont le bâtiment originel avait été mis en service en 1923. Et il était devenu trop étroit. À l'occasion du centenaire de ce bâtiment originel et du 30e anniversaire de l'extension que je viens d'évoquer, les archives de la Mayenne organisent un colloque pour lequel vous avez accepté de vous prêter au jeu de l'entretien croisé, donc regard croisé sur un bâtiment, l'extension des archives de la Mayenne. Permettez-moi de vous poser une première question en guise de présentation. Comment vous décririez-vous en quelques mots au commencement du projet d'extension? Tout d'abord vous, Dominique Perrault, comment décririez-vous en quelques mots le Dominique Perrault d'alors? D'abord, moi, je suis ravi, même si je vous vois de loin, parce que vous êtes un peu éloigné dans l'écran, mais je suis ravi de revoir Joël Surcouf. Ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Voilà, on peut le dire sans rougir. Ce plaisir est réciproque. Et sans se faire de mal, d'ailleurs, même. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que l'entretien, il sera certainement avec des trous de mémoire. Ça fait très longtemps en fait que ce projet a eu lieu, et donc si je peux introduire rapidement pourquoi Laval. Et en fait, Laval a été ma première ville, si je puis dire, de prédilection lorsque j'étais jeune architecte, puisque j'ai travaillé à Laval avec Martin Van Treck. Martin Van Treck est un architecte d'origine allemande, qui a été mon professeur, chez qui j'ai travaillé en tant qu'architecte. Et Martin Van Treck m'a emmené à Laval pour faire un travail d'urbanisme, puisque c'est lui qui, à l'époque, avait fait le plan d'urbanisme de la ville de Laval. Donc j'ai connu Laval au travers de la mise en place de ce plan d'urbanisme. Et puis ensuite, je suis resté à Laval, si je puis dire, car j'ai été un des architectes du CAE, donc du Conseil d'architecture du département.
J'ai construit aussi un petit peu à Laval avec le regretté Alfred Eudes, architecte aussi, qui nous a quittés. Et petit à petit, voilà, donc le projet des archives est apparu et donc on a participé à ce concours, à ce projet, et on a pu le réaliser, ce qui est dans ma carrière une première pierre. Voilà. Et vous, Joël Surcouf, vous étiez déjà directeur des archives départementales de la Mayenne depuis une quinzaine d'années, au moment où ce projet de bâtiment a pris corps. Comment vous décririez le Joël Surcouf de cette époque ? C'est un département que je ne connaissais pas, tout d'abord, quand j'y ai été nommé quelques années auparavant, et dans lequel je pensais ne pas faire long feu, malgré tout l'intérêt des archives qu'on y trouvait. Et finalement, c'est peu à peu que j'ai fini par prendre goût au département et à son histoire, comme l'avaient fait d'ailleurs mes prédécesseurs, M. Lorrain, Ernest Lorrain, qui est resté 35 ans d'activité dans le même département, en pensant en partir rapidement. M. Chanteux, qui lui a succédé, qui est resté lui aussi 35 ans et qui ne pensait pas rester aussi longtemps. Donc c'est un département auquel on s'attache. Voilà, on s'attache. On y vient du bout des lèvres et finalement on s'y inscrit. Ah oui, il y a beaucoup de choses intéressantes, notamment le bâtiment. Évidemment, le problème du bâtiment s'est posé rapidement. Monsieur Chanteux, mon anté-prédécesseur, avait trouvé le bâtiment annexe qui est de l'autre côté de la rue Neumier-Mar. Il avait trouvé ce bâtiment qui est un ancien dépôt de livres de la société Barnéou, je crois. Et ça lui a servi de dépôt annexe et d'exutoire à ce bâtiment bien vieux qui ne pouvait plus recevoir la moindre liasse et le moindre registre. Et puis le problème de l'agrandissement du bâtiment s'est posé rapidement, on en parlera peut-être tout à l'heure, et un concours d'architectes a été lancé. Un concours au cours duquel le nom de Dominique Perrault est apparu, nom que nous ne connaissions pas du tout, parce qu'il n'avait pas encore été retenu pour la grande bibliothèque. Et il y avait une cinquantaine de projets. Ce sont les architectes, ses confrères, qui nous ont permis de sélectionner. Il y avait 50 dossiers qui nous ont permis de sélectionner quelques dossiers, dont celui de Dominique Perrault. Alors justement, Joël Surcouf, vous évoquez ce travail, ce premier contact entre un archiviste et un architecte. Quelles connaissances réciproques est-ce que vous aviez de vos métiers ? Par exemple, vous, Dominique Perrault, aviez-vous déjà travaillé avec des archivistes avant ce projet ? Non, jamais. Pour moi, les archives de la Mayenne, ça a été un peu une façon d'entrer en bibliothèque ou en conservation, si je puis dire, puisque effectivement, comme le disait Joël Surcouf, moi je commence à travailler en 1981. Enfin, officiellement, j'ouvre donc mon bureau à cette époque, et c'est vrai, c'est avant la bibliothèque. Avant la Bibliothèque nationale, et donc je découvrais ce monde et ce type de programme que je n'avais jamais, sur lequel je n'avais jamais répondu. Et vous, Joël Surcouf, quelle expérience des architectes avant ce travail, on l'a compris, de plusieurs années vraiment au contact de cette profession ? Je n'ai jamais eu l'occasion de travailler avec des architectes, j'en connaissais quelques-uns, notamment l'architecte des bâtiments de France, Dominique Boufflet, qui avait par ailleurs des relations d'amitié avec nous. Et sinon, c'est à l'occasion du concours qui a été lancé par le Conseil général que les architectes sont apparus à notre horizon. Et c'est avec eux que nous avons travaillé, nous avons discuté pour leur faire part de nos souhaits en matière d'archivage et en matière d'agrandissement du bâtiment. D'accord, donc on l'a bien compris,
une sorte de première expérience pour tous les deux. Et la question qu'on peut se poser, c'est quels étaient pour vous les enjeux de ce projet. Par exemple, Dominique Perrault, pour une extension d'un bâtiment vieux de 70 ans à l'architecture très classique dans une ville moyenne de province, quels étaient les enjeux principaux que vous pouviez identifier? On voit que le bâtiment a doublé de volume. Donc, c'est déjà un sujet. C'est-à-dire que il y a ce bloc de pierre et puis, en termes de programme de conservation, ça correspond sensiblement au double du volume. Et donc, comme on peut l'imaginer, mais comme ça l'a été dit, dans une ville moyenne où le tissu urbain est un tissu plutôt assez bas et avec une densité relativement faible, disons, de voir apparaître le doublement de ce petit monument de pierre, c'était un enjeu architectural et urbain aussi. Et d'où l'idée d'utiliser en particulier le bois, ce qui à l'époque était, je ne dis pas complètement avant-gardiste, mais quand même, aujourd'hui, ça serait d'une évidence. Aujourd'hui, c'est sûr que les architectes du même âge que moi à l'époque feraient le même projet, puisqu'ils feraient un projet en bois. Donc, nous avons été tout à fait précurseurs, si je puis dire, du point de vue du traitement de ces volumes qui sont des volumes d'archives et qui sont des volumes clos. Ce ne sont pas des volumes, comment dirais-je, sympathiques, au sens ils n'ont pas de fenêtres, il n'y a pas de portes, ou tout au moins les portes sont des portes plutôt industrielles. En général, ce sont des bâtiments qui ont une certaine hauteur, ils sont encombrants dans le paysage, et donc il y a tout un travail pour les faire vivre. Avec les salles de consultation, avec les bureaux, avec tout le support, si je puis dire, logistique et scientifique surtout, qui gravite autour du bâtiment de conservation des archives lui-même. Et de votre côté, Joël Surcouf, donc comme je le disais tout à l'heure, vous aviez dirigé déjà les archives départementales de la Mayenne depuis une quinzaine d'années. Vous aviez pu constater au quotidien à quel point et à quel niveau ce bâtiment originel était devenu trop exigu. Quels étaient pour vous les enjeux impératifs de ce nouveau projet? Il y a eu plusieurs enjeux. D'une part, faire ménager de la place, puisque le bâtiment lui-même était conçu de façon à ce que les travées soient séparées par du béton armé, ce qui était d'ailleurs une nouveauté en 1914, quand les travaux avaient commencé, ont été interrompus d'ailleurs. Et les étagères, les tablettes ne pouvaient pas être placées en n'importe quel endroit. Donc il y a eu une énorme perte de place. On ne pouvait pas ajouter beaucoup de choses. Malgré quelques astuces qui nous avaient fait installer des sortes de tasseaux, dont on a gardé quelques échantillons d'ailleurs, qui permettaient d'ajouter quelques étagères en bois d'ailleurs, dans chaque travée. Mais ça ne pouvait évidemment pas suffire. Les archives commençaient à s'entasser dans les allées. Et M. Chanteux, ayant trouvé le bâtiment annexe, qu'on appelait le bâtiment annexe, et bien entendu, naturellement, les archivistes ont été amenés à remplir ce bâtiment avec le surplus d'archives qui arrivait chaque année. Et il y avait aussi un autre inconvénient, ce bâtiment de 1912, c'est qu'il n'y avait pas d'éclairage, il n'y avait pas d'électricité dans les étages. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'était pour des raisons de sécurité. Il ne fallait pas de source électrique dans les étages. Et puis donc la lumière était un problème, je crois qu'on va en parler au cours de ce colloque. La lumière était un problème. On ne pouvait aller chercher des documents en fin d'après-midi en hiver qu'avec des torches, parce que la salle de lecture était ouverte jusqu'à une heure assez avancée. Et les femmes de ménage, par contre, ils trouvaient un avantage, c'est que la poussière
ne s'attardait pas sur les panneaux de fonte ajourée, mais descendait tout au rez-de-chaussée. La poussière descendait tout à fait en bas, et ce qui facilitait le nettoyage des locaux. Enfin, c'est anecdotique. En tout cas, le bâtiment ne pouvait pas rester tel qu'il était, d'où la nécessité de lancer ce concours d'architecture qui a eu autant d'avenir. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur un des acteurs majeurs de ce projet qui est aujourd'hui disparu, c'est Alfred Eudes, qui nous a quittés en 2017 et dont le nom évoque évidemment la société Eudes Bâtiment, qui vient de fêter ses 110 ans en 2023, donc l'année du centenaire du bâtiment des archives départementales. Est-ce qu'on pourrait revenir sur la manière dont s'est passée la collaboration entre vous? Dominique Perrault, par exemple, comment l'architecte et l'entrepreneur en bâtiment travaillent-ils ensemble sur un projet de ce type? Alors, il y a deux Eudes. Puisqu'il y a son frère, il y a Alfred Eudes, qui est l'architecte, et effectivement, qui nous a quittés en 2017, et l'entrepreneur, dont je me souviens plus le prénom, je m'en excuse, et donc voilà, donc je dirais c'est deux terrains d'action et différents. Alors, le travail avec l'entreprise, c'était à l'époque, je dirais, c'était comme ça l'a été dit, c'était un marché public, donc ce sont des conditions qui sont très encadrées du point de vue des missions, puisque il s'agit évidemment de gérer l'argent public et que ce qui a été signé au niveau des marchés soit réalisé et convienne à l'utilisateur. Donc c'est un travail qui est très encadré entre l'architecte, les ingénieurs qui sont importants dans un projet d'archives. Un projet d'archives, c'est un projet très technique en fait, avec des questions de maintien d'hygrométrie, de température. Donc il y a des questions d'isolement, d'isolation du bâtiment, de conservation en particulier, et aussi des questions de poids. Ça a été évoqué. Un bâtiment d'archives, c'est un bâtiment qui est lourd. On stocke plutôt 1 tonne au mètre carré en termes de poids. Donc ce sont des poids importants pour comparer. Une école, c'est 250 kilos le mètre carré, par exemple. Même, on peut aller peut-être un peu plus sur certaines salles à 500 kilos, mais 1 tonne au mètre carré, ça représente évidemment des planchers qui sont, j'allais dire, furieusement armés. Voilà. Et de façon à pouvoir accueillir le maximum d'archives dans le minimum d'espace afin de créer justement un lieu le plus compact possible pour des questions aussi de maintenance et puis de facilité d'accès, que ceux qui travaillent dans les archives ne fassent pas des kilomètres et des kilomètres par jour et de monter, de descendre. Donc plus le bâtiment de conservation, disons, est compact, et plus évidemment il a une certaine efficacité. Et vous, Joël Surcouf, comment vous décririez ce travail, la conduite de ce projet et votre collaboration aussi avec Alfred Eudes? En ce qui concerne les bâtiments d'archives, notre travail était facilité par l'ouvrage de Michel Duchin sur les bâtiments d'archives, que le service technique ici au Conseil général qui venait de se créer, qui s'appelait le BREG, B-R-E-G, et donc c'était le premier gros projet, donc ils avaient vraiment à cœur de le réussir. Cet ouvrage de Duchin nous a beaucoup aidé, et je pense que ça a beaucoup aidé aussi les architectes. Les questions purement techniques, on en a tenu compte pour le cahier des charges que nous avons rédigé. Et ce sont les architectes qui nous ont ensuite fait remarquer ou attiré notre attention sur des points qu'on n'avait pas forcément abordés lors de la première élaboration. En tout cas, tout s'est apparemment bien passé. Le Conseil général avait laissé le choix de détruire le bâtiment
ou de construire un nouveau bâtiment à sa place. Sur les 50 dossiers, on en avait retenu 3, je crois, et sur les 4, et sur les 4 dossiers, 3 d'entre eux conservaient le bâtiment actuel et l'un d'entre eux le détruisait. Donc on préférait garder ce bâtiment qui lui-même était une pièce d'archive. Oui, exactement. Oui, donc on a été tout à fait ravis de voir que le métrage, même en tenant compte des contraintes des POS ou des contraintes urbanistiques pesant dans le quartier, malgré cela, on aboutissait au kilométrage linéaire qui avait été demandé. Et au point de vue technique, nous, on s'en est tenu là. Le Conseil général, via le service du BREG et les architectes, eux, se sont acquittés de la partie plus technique. Très bien. Alors, on a évoqué le déroulement de ce projet. Un sujet sur lequel j'aurais envie de vous entendre. Est-ce qu'il y a un souvenir heureux ou une anecdote que vous retenez de ce projet et que vous aimeriez partager avec nous 30 ans plus tard? Dominique Perrault. Oui, il y a un moment qui pour nous a été très, très important, car si on parle de la morphologie de ce bâtiment, donc tout le monde a bien compris qu'il y avait un volume en pierre, qui est le bâtiment historique, et un volume en béton, mais qui est habillé de bois. Donc ce sont 2 volumes qui sont séparés par un espace qui est un espace de connexion entre les différents niveaux, car les niveaux du bâtiment historique ne sont pas cohérents, si je puis dire, avec les niveaux du bâtiment de conservation où on n'a pas besoin de 3 mètres, 4 mètres sous plafond, etc. Donc ces 2 bâtiments vivent chacun leur vie, ont des programmes qui sont d'ailleurs parfaitement cohérents et affectés pour chacun. Et le bâtiment de conservation, comme on l'imagine, est un bâtiment vraiment de stockage. Donc, c'est un bâtiment qui est plein comme un œuf, si on peut dire, voilà, pour donner une image. Alors que le bâtiment de consultation est un bâtiment qui a une forte présence, si je puis dire, architecturale de l'extérieur, car on voit des éléments en pierre, il y a presque des pilastres d'une certaine façon qui organisent la force des façades et la structure des façades visuellement. Enfin, c'est l'impression que ça donne. Et à l'intérieur, on l'a vidé, ce bâtiment. On l'a vidé. Évidé plus exactement, c'est-à-dire qu'on a conservé toutes les pièces qui étaient en périphérie, là où il y avait des fenêtres, pour que les gens qui travaillent soit que leurs bureaux, leurs espaces de travail soient en relation avec la lumière naturelle et avec les fenêtres qui sont à la périphérie du bâtiment. Et comme c'est un bâtiment très épais, on l'a évidé en son centre et on a fait entrer la lumière par la partie de la toiture. C'est une lumière un peu, c'est ce qu'a fait Le Corbusier à Ronchamp ou dans d'autres architectes modernes de la deuxième moitié du XXe siècle. C'est-à-dire, on attrape la lumière et par l'intermédiaire d'une conque, on va conduire la lumière, une lumière douce, donc c'est pas une lumière directe évidemment, jusqu'aux tables de lecture. Donc, à l'intérieur du bâtiment, il y a une situation tout à fait contrastée. On s'assoit dans la salle de lecture et on a une douzaine de mètres au-dessus de soi d'un grand volume. Et l'anecdote, si on peut l'appeler comme cela, dont je voudrais parler, c'est l'aménagement de cette salle de lecture. Dans cette salle de lecture, il y a un grand drap métallique, un grand tissu métallique qui est en inox, en acier donc, qui a été tissé et installé. Quand je dis un grand drap, un rideau, vraiment, il pend de son propre poids et la lumière, justement, d'une certaine façon, se reflète sur ce tissu métallique. Ce tissu métallique, pour nous, était vraiment
très important, évidemment, pour l'aménagement intérieur de la salle de lecture, pour l'identité, c'est d'une certaine façon, du lieu et de son architecture, mais aussi du point de vue expérimental. Parce que à cette époque, lorsque nous sommes arrivés donc à la fin du chantier, ce sont des éléments de finition, donc nous étions plutôt en fin de chantier. On a fait tisser cet élément métallique par des tisseurs allemands, avec qui nous étions en étroit contact, puisque on travaillait avec eux sur le projet de la Bibliothèque nationale. Et dans la Bibliothèque nationale, on avait comme projet d'installer ces grands tissus métalliques, et ça a été fait d'ailleurs, pour ceux qui connaissent les grandes salles de lecture de recherche de la Bibliothèque nationale, de plein pied avec le jardin central, eh bien, il y a des grands éléments métalliques qui forment plafond, qui forment rideau, et qui, d'une certaine façon, créent cette peau dans les grands volumes des salles de lecture de la bibliothèque. Et donc, le drap qui a été suspendu à Laval, dans les archives départementales, c'est un prototype. C'est-à-dire que, évidemment, il a été parfaitement dessiné pour les archives départementales, mais dans une texture, si je puis dire, et dans un tissu que l'on était en train de mettre au point pour la Bibliothèque nationale à Paris. Voilà. Donc c'est une pièce de collection à double titre. La Bibliothèque nationale possède dans ses collections le rideau de scène de parade dessiné par Picasso, et vous possédez le rideau tissé, voilà, de Dominique Perrault. Voilà. Bon, chacun ses malheurs. Merci de cette anecdote. Joël Surcouf, une réaction sur ce qui vient d'être dit? Non, on était très fiers de voir le résultat obtenu par Dominique Perrault et Alfred Eudes, et puis de voir les archivistes des départements voisins et même lointains qui sont venus voir ce bâtiment dont on parlait beaucoup, la direction en parlait beaucoup. Des photographes sont venus aussi, des photographes de revues d'architecture, sont venus photographier justement cette salle de lecture, malgré les difficultés de prise de vue qui se posaient, mais ils s'en sont bien sortis, je crois. Et donc c'était des souvenirs plutôt agréables. Et par ailleurs, est-ce qu'il y a une anecdote, un souvenir particulier que vous souhaitez partager 30 ans plus tard au sujet de ce chantier? Il y a beaucoup de souvenirs plutôt agréables d'ailleurs que nous gardons en mémoire, notamment, je ne sais pas si c'est agréable, mais en tout cas c'est un souvenir curieux, c'est que nous sommes construits sur un ancien cimetière de Laval, le cimetière de la Guettière. Et lors du creusement des fondations, des cercueils ont été retrouvés, ont été apportés au cimetière actuel, mais il en est quand même resté quelques-uns. Et des ossements aussi ont été laissés par les entreprises dans la terre. Et c'est assez finalement satisfaisant de penser que ces morts protègent ou surveillent les archives qu'elles ont suscitées. Ce n'est pas une crainte qu'on a, c'est plutôt un réconfort. Alors, Dominique Perrault, vous avez évoqué un projet que vous conduisez sensiblement à la même époque. C'est évidemment celle que l'on appelait à l'époque la très grande bibliothèque, qu'on appelle aujourd'hui la bibliothèque François Mitterrand, et c'est le nom de la station de métro sur la ligne 14 qui la dessert. Et dans ce projet, donc qui est contemporain des archives départementales de la Mayenne, vous utilisez des matériaux analogues, du bois, de l'inox, du béton. Est-ce qu'on pourrait dire, même si vous avez déjà donné quelques indications qui tendent à le conclure, que ces matériaux ont constitué alors votre signature architecturale? Oui, comment dirais-je, ce n'était pas un effet de mode, c'est-à-dire qu'on travaillait avec des matériaux bruts, c'était plutôt une attitude, disons. En général, on utilise relativement peu de peinture dans nos bâtiments, on utilise plutôt les matériaux bruts,
bon, sauf pour un certain nombre évidemment d'espaces qui sont peut-être plus fonctionnels et qui nécessitent un certain type de traitement. Mais l'idée d'avoir le contact direct avec la matière, avec le verre aussi, avec le métal, avec la pierre, le béton, etc., et le bois, c'est quelque chose qui est permanent chez moi et qui se poursuit avec l'évolution des matériaux aussi. Et d'ailleurs, c'est ce qui est passionnant, c'est que ces matériaux qu'on peut définir avec un nom générique ont des versions très différentes suivant les époques et aussi suivant leur mise en œuvre. Voilà, donc c'est quelque chose qui était nouveau parce que j'étais un jeune architecte, mais qui d'une certaine façon est une constante dans notre travail, c'est-à-dire la vérité des matériaux, la vérité de la construction. Ce qui est vu sert à quelque chose. Et il n'y a pas d'éléments qui sont, entre guillemets, de l'ordre de l'anecdotique. Je ne dis pas du décoratif, parce que le décoratif a aussi son sens, sa symbolique et son écriture, et donc sa syntaxe. Donc c'est plutôt la question anecdotique. C'est pas une architecture qui se présente pour dire autre chose que ce qu'elle a à dire elle-même. C'est-à-dire, on fait un bâtiment d'archives, on fait un bâtiment d'archives. Il y a une espèce de franchise, et on retrouve dans l'architecture, par exemple, le jeu des bois, des lattes de bois. C'est une façon d'empiler les livres, c'est une façon d'empiler la documentation. Donc, il y a des références qui ne sont pas directes, ce n'est pas littéral, mais on retrouve la raison, c'est-à-dire la cotation, la précision de l'archivage, d'une certaine façon une forme d'arborescence de la conservation, avec des éléments qui sont des cadres, des éléments répétitifs, avec des éléments unitaires que l'on multiplie pour faire des grandes surfaces, etc. Donc il y a si je puis dire, dans l'exercice géométrique de l'architecture, une relation avec les dispositifs intellectuels, scientifiques, disons, et physiques d'un bâtiment d'archives. Alors, quand vous dites, et c'est vraiment quelque chose de fort, que le bâtiment que vous concevez doit être ce qu'il est, et donc doit incarner sa fonction. Est-ce qu'on peut dire que c'est dans une attitude analogue pour la bibliothèque François Mitterrand dont on parle, que vous avez fait ce choix qui visuellement connu même de personnes qui n'ont jamais mis les pieds à Paris, d'avoir ces 4 grandes tours en forme de livre ouvert pour symboliser une bibliothèque qui est à la fois un monument et un monument autour du livre à travers ces 4 grands livres monumentaux. Oui, alors, si vous voulez, le travail sur la bibliothèque, c'est un travail qui est ambivalent, puisqu'il y a tout un dispositif extraverti, car une des générosités du projet, une bibliothèque, c'est un bâtiment généreux puisque ça rapporte rien. Ça coûte à la collectivité, mais ça rapporte rien. Donc, c'est un bâtiment qui est offert à tous et pour tous. Donc cette générosité-là, on l'a d'une certaine façon à l'intérieur de la bibliothèque, car c'est un service. À l'extérieur de la bibliothèque, elle peut être ceinturée de murs, de grilles, comme par exemple et l'autre partie de la bibliothèque dans le carré que l'on appelle le carré Richelieu, qui est pratiquement impénétrable au centre de Paris. Là, l'idée est exactement différente, c'est-à-dire c'est une ambivalence entre introversion, une bibliothèque, un lieu d'archives, etc. C'est un lieu de l'intérieur, c'est un lieu où on travaille, c'est un lieu de silence, c'est un lieu de méditation. Même François Mitterrand disait qu'on y dormait de façon extrêmement, comment dirais-je, pas agréable, mais savante. Voilà, c'est-à-dire que lorsqu'on dort dans une bibliothèque, on pense, et donc c'est un lieu en fait d'étude. Et c'est comme cela que François Mitterrand définissait la grande bibliothèque, c'est-à-dire de construire un lieu d'étude. Et donc ça, c'est cette dimension, si je puis dire, interne
à la bibliothèque. Et puis il y a une dimension externe, extravertie. Cette bibliothèque, si on parle de la grande bibliothèque en particulier, cette bibliothèque s'ouvre sur un quartier. Alors, ce qui était assez abracadabrantesque, comme disait le maire de Paris à l'époque, c'est de construire un vide au milieu d'un vide, car aujourd'hui tout le monde est absolument convaincu par la Bibliothèque nationale, par son esplanade, parce qu'autour il y a des milliers de personnes qui vivent, qui habitent, qui travaillent, il y a des centaines de logements, et donc la bibliothèque apparaît comme c'était son idée initiale, si je puis dire, du point de vue urbain, comme la grande place publique de ce nouveau quartier de Paris. Et donc, la bibliothèque, dans sa générosité, à l'intérieur, offre ce service et cet accès pour tous aux livres et à la lecture, et donc à la culture et à la connaissance. Et dans sa partie extravertie, elle offre un très grand espace public en bois, qui est une place piétonne de à peu près 50 000 mètres carrés, ce qui est une offre non négligeable, 5 hectares de place publique au cœur de ce nouveau quartier de Paris. Et donc, il y a là, je trouve, une dimension citoyenne, une dimension républicaine aussi, en termes je dirais, d'une certaine façon, de définition de la commande publique et de définition du bâtiment public. Le bâtiment public, il est financé par nous tous. Ce sont nos impôts, etc., qui financent effectivement le programme des bâtiments publics et leur construction et leur réalisation. Et donc, je trouve qu'il est assez juste pour le citoyen qu'il ait un retour sur investissement. C'est-à-dire, OK, je paye des impôts, mais je voudrais, malgré tout, pouvoir profiter de ces constructions qui ont été réalisées grâce justement aux taxes et à l'imposition. Et l'idée que chaque bâtiment public puisse offrir des espaces publics dans son périmètre, ça peut être un square, ça peut être un grand hall d'entrée, ça peut être une place, etc. On peut imaginer différents espaces qui ne viennent pas perturber la vie intérieure du bâtiment public, mais qui sont en relation avec l'espace public, avec la ville autour, avec le quartier surtout autour, et que les bâtiments publics ne soient pas enserrés strictement dans une enceinte qui est une enceinte de protection, et il y a des espaces que l'on peut contrôler, qui ne mettent pas en péril la sécurité du bâtiment public, ni son fonctionnement, et qui permettent d'avoir une transition, si je puis dire, douce, heureuse et élégante entre la rue, pour aller vite, et l'intérieur du bâtiment lui-même. Très bien, merci beaucoup. Quant à vous, Joël Surcouf, sensiblement au moment où ce projet des archives de la Mayenne, donc son extension en 1993, voyait le jour, arrivé à son terme, vous étiez parallèlement un pionnier reconnu à l'échelle nationale pour cela dans la numérisation des archives. Est-ce que pour vous, cet engagement dans la numérisation a un lien de cause ou de conséquence avec le bâtiment, avec les contraintes du bâtiment originel et avec les potentialités ouvertes par cette extension de Dominique Perrault? Effectivement, la numérisation est arrivée à un moment où le bâtiment ancien n'aurait pas pu supporter cette avancée technologique, puisque la salle de lecture dont nous disposions devait pouvoir accueillir une demi-douzaine de lecteurs. Et certains jours, on ajoutait des tables de camping dans le couloir pour pouvoir recevoir quelques lecteurs de plus. Mais la numérisation, on commençait à en parler. Et il a fallu ce nouveau bâtiment dans lequel on a prévu une salle pour la numérisation, justement, avec de nombreux postes de consultation sur écran, pour que ce projet voie enfin son aboutissement. Dans l'ancien bâtiment, la numérisation n'aurait eu comme intérêt que de protéger les documents, ce qui est déjà énorme, ce qui est même essentiel, mais on n'aurait pas pu les communiquer aux lecteurs venant aux archives. Avec la mise en ligne sur Internet qui a suivi dans les années les années suivantes, on a pu faire profiter les lecteurs lointains des archives numériques.
mais il n'était pas pensable dans le nouveau bâtiment de ne pas prévoir une zone pour les lecteurs travaillant sur des archives numériques. Cette salle, malheureusement, a été construite peut-être un peu trop en arrière-plan après la salle de consultation des originaux, ce qui, on s'en est rendu compte, on y a pensé peu après, l'inverse aurait été préférable, c'est-à-dire commencer à accueillir les lecteurs dans une salle consacrée au numérique, la salle consacrée aux originaux, aux documents originaux, étant le saint des saints et devant se trouver plutôt en arrière-plan. Donc la numérisation, c'est une coïncidence chronologique qui de toute façon aurait eu lieu, mais qui n'aurait pas pu être mise en lumière et à profit avec le bâtiment ancien. Puis je voudrais ajouter aussi que le bâtiment ancien, on en a parlé avant de le construire, il a fallu le vider. On en parlera peut-être à un autre moment, mais c'était une gageure qui nous a pas mal occupés, puisque notre but était de ne pas interrompre le service public des archives un seul jour. Donc on pourra en parler, c'est peut-être une autre discussion, mais il nous a fallu trouver... Parlons-en maintenant. Mais il nous a fallu trouver 3 salles de lecture dans la ville, 3 bâtiments et du personnel pour occuper ces locaux. On a utilisé le bâtiment annexe, le CRDP le CDDP venait de changer de local, donc on s'est installé chez eux, et une 3e salle derrière Radio Mayenne nous a été louée pour accueillir une partie des archives qui se trouvaient ici. Ça a duré, je crois, 1 an et demi, 2 ans, le chantier, jusqu'au dernier jour. Et on n'a pas interrompu une seule journée le service des archives. Ça n'a pas été facile certains jours, mais on était content que ça puisse se faire et que ça se termine bien. Dominique Perrault, quelle réaction vous inspire ce dont vient de parler Joël Surcouf, notamment au regard de ce que vous avez dit tout à l'heure sur le bâtiment originel que vous avez souhaité évider? Est-ce que cette dimension de déménagement, même temporaire, c'est quelque chose c'est une réalité à laquelle un architecte est confronté, ou bien c'est quelque chose qui est plutôt périphérique à son travail? Non, c'est plutôt périphérique. C'est-à-dire que, effectivement, ce qui est important, c'est que le service que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire cette notion de service public, de continuité, que les bâtiments publics soient actifs et assument leur mission. Ça, c'est évidemment un élément important. Et dans le cas des archives départementales, le choix a été fait de faire un seul chantier. On aurait pu imaginer de commencer par le chantier du bâtiment de stockage et de pouvoir d'une façon un petit peu parallèle livrer le bâtiment de stockage et ensuite réaliser le bâtiment de consultation. Mais tout ceci est très sympathique lorsque en réunion on en parle. D'un point de vue opérationnel, c'est beaucoup plus périlleux. Et c'est vrai que le choix qui a été fait par Joël Surcouf de délocaliser finalement les salles de consultation et d'avoir la documentation aussi mise à l'écart et protégée est un choix qui est effectivement peut-être un petit peu inconfortable pour ceux qui pilotent les archives et qui les dirigent. Mais par contre, c'est vraiment la bonne route, ce qui permet de libérer le site, de faire le chantier le mieux possible, dans le délai le plus court possible également. Et là, il faut aussi rendre encore une fois hommage à Alfred Eudes sur le suivi qualitatif du chantier, sur le fait d'être très présent et d'en garantir, si je puis dire, la bonne exécution qualitative, bien sûr, mais qui s'opère par des relations humaines et une attention permanente qui est portée à la réalisation. Donc ces deux chantiers parallèles. Il y a le chantier du temps intermédiaire, si je puis dire, et de la délocalisation des archives, et puis le chantier de la construction du nouvel équipement public.
Alors je suis frappé en vous écoutant parler, Dominique Perrault, de l'attention que vous portez, et vous l'avez dit à plusieurs reprises, à la qualité, à la fois la qualité des matériaux que vous choisissez, la qualité de la mise en œuvre, la qualité du suivi des travaux et de leur livraison au public. Et j'aimerais justement rester quelques instants sur cette notion de qualité à travers celle des labels. Et on a l'occasion de dire, quand ce bâtiment fait l'objet de visites guidées pour le public, que c'est un bâtiment, donc le bâtiment originel date de 1923, sa date de mise en service, et que en 1993, vous avez signé, donc avec Alfred Eudes, l'extension de ce bâtiment. Et nous veillons, au cours de ces mêmes visites, à bien préciser que, au-delà d'une extension, qui est déjà un projet en soi, il s'agit davantage d'une restructuration, parce que le bâtiment originel, et le fait que, comme vous l'avez dit, que vous l'ayez évidé, ça veut dire que vous avez gardé l'extérieur, mais que vous avez totalement adapté l'intérieur aux nouvelles missions qui étaient les siennes à partir des années 1993 et suivantes. Donc c'est finalement un nouveau bâtiment. Comme vous avez aussi souligné la correspondance entre ces deux bâtiments, donc ce nouveau bâtiment qui a vu le jour en 1993 a été reconnu en 2011, donc moins de 20 ans plus tard, par le ministère de la Culture, qui lui a attribué le label Patrimoine du XXe siècle. C'est un label qui est aujourd'hui remplacé par le label Architecture contemporaine remarquable, et on sent que chacun de ces trois termes a du sens. D'ailleurs, la plaque Architecture contemporaine remarquable est placée désormais sur notre bâtiment à l'occasion de ce colloque anniversaire. Est-ce que cette notion de labellisation, cette recherche d'une qualité qui soit reconnue, c'est quelque chose que l'on a en tête au moment où l'on conçoit le projet? Oui, en particulier sur des bâtiments qui sont des bâtiments de conservation. On parle d'archives, de bibliothèques. Sont des bâtiments pérennes. C'est-à-dire que toutes les conditions doivent être réunies le mieux possible et de façon la plus excellente possible pour que ces bâtiments soient durables. Sans être un grand clerc du développement de la transition, durable, ça veut dire qu'il dure. Voilà. Et plus on est durable, et plus on dure. Et plus on dure, plus on est durable. Et donc, déjà, commençons par là. Construisons des bâtiments qui ont cette espèce de capacité à traverser le temps et de traverser les climats changeants et les périodes inquiétantes également, parce qu'il y a dans cette notion de durabilité, il y a aussi une notion de résilience. Ces bâtiments de conservation doivent par essence, par nature, être protecteurs de ce qu'ils conservent. Donc le contenu doit être totalement abrité par le contenant et le mieux possible, comme je le disais. Et ça, c'est un souci qui était, j'allais dire, presque évident par rapport au programme. Et c'est ce qui est souhaité demander et ce qui était souhaité demander à l'époque, mais aujourd'hui c'est encore plus évidemment important et c'est même incontournable puisque les labels sont des labels de plus en plus sophistiqués qui permettent effectivement d'évaluer la qualité de la construction en termes de performance. Ça, c'est l'élément, je dirais, technique, car, par exemple, comme vous le savez, la Bibliothèque nationale a un projet de construction d'archives dans la ville d'Amiens. Il y a donc là aussi des performances et également des modes, si je puis dire, techniques de conservation pour éviter l'incendie avec le peu de présence d'oxygène, etc. Donc ce sont des bâtiments qui ont une dimension technique et cette technique, il faut aussi qu'elle s'adapte dans le temps en termes de coût
parce que tout ce qui est technique et mécanique, ça coûte évidemment en machine, mais ça coûte aussi en maintenance. Donc il faut aller de plus en plus vers des bâtiments qui sont des bâtiments passifs et qui permettent d'apporter justement ces performances au moindre coût et de façon éternelle, si je puis m'exprimer ainsi. Donc ça, c'est un élément de qualité, je dirais, technique. Il y a la qualité architecturale qui, évidemment, s'appuie et se bâtit à partir de la qualité technique ou grâce à la qualité technique, puisque ça veut dire un certain des matériaux, comme je le disais tout à l'heure, qui soient en pleine masse, c'est-à-dire on fait pas du plaquage dans ce type de bâtiment, on ne peint pas la poussière, hein, donc on construit. Et donc là se développe toute une dimension architecturale qui passe au travers de détails que l'on dessine de façon à comment allons-nous mettre ensemble ces lattes de bois, comment allons-nous encadrer ces lattes de bois, afficher ces panneaux sur la structure en béton, comment allons-nous tisser et quel type de mailles allons-nous tisser pour faire ce grand rideau métallique qui derrière, qui laisse passer la fumée, car là, ça permet d'évacuer la fumée au travers des mailles métalliques, au travers de la maille métallique, puisque en haut du rideau, on ne le voit pas, mais il y a des exutoires de fumée. Ça laisse aussi passer le son, et le son est absorbé derrière par des pièges à son que l'on ne voit pas lorsqu'on est assis à sa table de lecture. Donc il y a vraiment une relation, et c'est ça l'architecture, entre le visuel, tout ce qui est perception, tout ce qui est sensible, également qui est de l'ordre émotionnel, et la dimension technique qui est portée par rapport à des fonctions, à un programme et évidemment à des questions de coût et de gestion. Donc Dominique Perrault, vous avez conçu à travers le bâtiment des archives départementales de la Mayenne un bâtiment de conservation des archives et parallèlement à travers votre activité d'architecte, vous avez produit des archives et vous avez été parmi les premiers entre 1997 et 2004 à déposer votre fonds d'architecte alors même que vous étiez encore en activité au Centre des archives du monde du travail à Roubaix, qu'on appelle aujourd'hui les Archives nationales du monde du travail, un fonds d'architecte assez monumental, si vous me passez le jeu de mots, puisqu'il représente près de 300 mètres linéaires. Alors pour un non-initié, le chiffre peut paraître abstrait, mais pour un archiviste, près de 300 mètres linéaires, c'est un vrai beau fonds. Qu'est-ce qui peut inciter un architecte encore en activité à déposer ses archives dans un centre de conservation publique dans lequel ces documents seront, sous condition évidemment, mais disponibles pour le public? Alors c'est évidemment une question très importante et très intéressante parce que elle correspond à une période. C'est-à-dire que il y a d'une certaine schématiquement, il y a avant 2000, avant l'année 2000 et il y a après l'année 2000. Avant l'année 2000, on dessine sur du papier, on utilise le papier comme support et après l'année 2000, on commence à être complètement digitalisé en termes de production de dessin d'architecte. La bibliothèque qui se livre en 1995, le 25 mars, inaugurée par François Mitterrand, la bibliothèque est exactement à l'articulation du dessin papier et de la numérisation. On a commencé le projet de la bibliothèque en dessinant, si je puis dire, à la main, et nous avons fini le projet de la bibliothèque en dessinant à l'ordinateur. Donc, c'est un fonds qui est assez intéressant parce que, justement, il y a la transition entre le dessin papier et le dessin numérique digitalisé qui s'opère. Et ensuite, évidemment, on va continuer à conserver nos archives
mais de façon différente. Mais toute cette période, il faut y ajouter d'autres bâtiments, comme un autre bâtiment qui est aussi labellisé architecture contemporaine remarquable, qui est aussi un bâtiment dont le client est un client public, qui est le département de la Meuse, pour lequel nous avons construit l'hôtel du département, et donc également dessiné à la main, qui fait partie de la même période. Donc il y a quelques bâtiments publics en général, qui ont été dessinés dans ces années 90, 2000, qui font partie de ce fonds d'archives et qui témoignent pratiquement tous du passage de la main à l'ordinateur. Donc, c'est en cela que ces archives sont intéressantes à consulter. Déjà, elles sont de plus en plus consultées. Plus le temps passe et plus évidemment ce moment de transition est éloquent. On voit que d'abord il touche le papier, c'est-à-dire toutes les comptes rendus de chantier, toutes les notes techniques, tout ce qui est la littérature écrite, et petit à petit le dessin et évidemment les images en 3 dimensions qui commencent à apparaître au fur et à mesure. Donc c'est pour ça qu'on a voulu conserver ce fonds. Et effectivement, les Archives nationales nous ont fait la proposition de les installer, de les abriter à Roubaix. Donc c'est un dépôt, et ce dépôt, on va, je pense, le récupérer, si je puis dire. C'est pas pour le soustraire aux Archives nationales, mais parce que nous avons, et vous l'avez évoqué au début, avec le projet que nous menons à Frappotel, dans le domaine de Frappotel. C'est donc le domaine de Frappotel qui peut être consulté effectivement en ligne, où on voit que nous avons créé une association pour la conservation de ce domaine. Il y a un bâtiment construit dans les années 70 par Jean Dubuisson pour son client banquier et promoteur. Et Jean Dubuisson lui a réalisé sa maison. Et c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et ce chef-d'œuvre, nous cherchons à le remettre en lumière et également à l'entretenir, mais aussi à l'accompagner, un peu de ce qu'on pourrait appeler une future fondation, avec l'installation de l'ensemble de nos archives qui seront accessibles au domaine de Frappotel. Donc c'est un lieu d'architecture et ce sera aussi un lieu de consultation des archives. Et là, il y aura toutes les archives, évidemment celles qui sont des archives papier, mais il y aura aussi les archives numériques et surtout les archives en partie, parce que c'est très difficile à conserver tout cela. Joël Surcouf le sait, et encore plus lorsqu'on travaille à l'étranger. Donc nous avons quand même beaucoup construit à l'étranger, ne serait-ce que la Cour européenne de justice à Luxembourg, même si c'est un étranger à 2 heures de train de Paris, c'est un étranger relativement lointain en matière d'archives. Et donc pour arriver à reconstituer un fonds d'archives à peu près cohérent, bon, on va faire le mieux, voilà, le mieux possible. Toujours est-il, il y aura des archives, elles seront significatives et elles seront toutes organisées par rapport à un lieu où nous travaillons et où nous pourrons accueillir du public pour la visite évidemment de la maison de Jean Dubuisson, pour des résidences d'architectes également, puisque les logements de fonction sont actuellement en chantier pour être transformés en résidence, et pour, entre autres, un bâtiment d'archives avec une petite bibliothèque, une salle de consultation et une salle, évidemment, aussi de workshop et de petites conférences. Voilà. Donc nous sommes à la tête d'un projet, pour nous, géant, mais on espère que dans les 5 ans à venir, on l'aura réalisé, et on espère bien vous inviter et que vous aurez le loisir de venir visiter nos archives. Merci. Joël Surcouf, une réaction sur les archives d'architectes. Vous avez récemment classé le fonds de l'architecte Garnier. Est-ce que sur un fonds d'architectes bien plus ancien que celui dont il vient d'être question à l'instant, vous y voyez peut-être des convergences ou au contraire des différences ? Les divergences, c'est il s'agit uniquement de papier, pas du tout d'archives numériques, évidemment. Et les archives des architectes de l'époque sont assez difficiles à traiter, parce qu'il y a d'abord des documents de très grand format et des calques qui, avec le temps,
partent en morceaux, se désagrègent. Donc il y a des questions de conservation matérielle qui se posent au-delà des questions de description archivistique. Mais sinon, ce sont des fonds toujours très intéressants et qu'on s'empresse de numériser pour éviter que les lecteurs ne viennent abîmer, lorsqu'ils consultent les documents, ne viennent abîmer ces documents. Le fonds des architectes Garnier dont vous parlez occupe à peu près 400 articles. Et il est tout à fait intéressant et j'espère qu'il sera bientôt mis à la disposition, ce qui devrait être le cas prochainement, qu'il sera mis à la disposition des chercheurs. Merci. Dominique Perrault et Joël Surcouf, notre entretien touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir accepté d'y participer. Peut-être pour conclure, est-ce que vous auriez un dernier mot à vous dire l'un à l'autre 30 ans après ce beau projet que vous avez mené ensemble? Dominique Perrault, un dernier mot pour Joël Surcouf? Oui, moi je pense que c'est la leçon que doivent tirer nos chers commanditaires. Il faut confier des projets ambitieux à de jeunes personnes, c'est-à-dire des Joël Surcouf de l'époque, des Dominique Perrault de l'époque, des trentenaires de l'époque, des maximum 40. D'ailleurs, le gouvernement aujourd'hui s'en inspire, vous voyez. Donc voilà. Donc l'avenir de ceux qui bâtissent des projets est un avenir qui est dédié aux jeunes créateurs, aux jeunes concepteurs, aux jeunes et aux jeunes. Voilà. Donc, et sans ça, si ça n'avait pas été le cas, nous n'aurions pas pu organiser cet échange qui est fort sympathique et qui me rappelle des souvenirs vraiment, vraiment importants. Et vous, Joël Surcouf, en ce qui me concerne, j'ai eu beaucoup de plaisir à revoir Dominique Perrault, quasiment en direct en tout cas. Et je regrette beaucoup de ne pas voir la présence de Alfred Eudes, avec qui on avait beaucoup travaillé, avec lequel on avait des relations quasiment quotidiennes, et avec lequel on a continué à avoir des relations amicales, cette fois-ci, une fois le chantier terminé, jusqu'à son décès il y a quelques années. Donc c'est un regret. En tout cas, je vois que Dominique Perrault n'a pas perdu la clarté de ses propos et la façon d'être aussi convaincant. C'est ce qui avait, au-delà du projet qu'il avait déposé il y a 30 ans, c'est ce qui avait beaucoup séduit les conseillers généraux de la Mayenne. Le fait que le projet était évident par lui-même, mais le fait que vous avez ajouté vos propos n'a fait que surenchérir, n'a fait qu'accroître l'intérêt de ce projet. Et je vous en remercie 30 ans plus tard. Merci, cher Joël, et puis merci pour cet hommage, je dirais, très, très affectueux, en fait, à l'attention de Alfred Eudes, et voilà, qui nous a toujours liés et reliés ensemble. Sur cet hommage, je propose que nous concluions cet entretien. Je vous remercie une nouvelle fois, Dominique Perrault et Joël Surcouf, d'avoir accepté de vous prêter au jeu de cet entretien croisé. Je vous propose de donner suite à la conclusion de Dominique Perrault qui a dit, je cite, « Il faut confier les projets ambitieux à de jeunes personnes ». Et ça tombe très bien parce que Fabiola Mucha Rojas, qui est à ma droite, est une jeune architecte, récemment diplômée de l'école d'architecture de Rennes. Et elle a consacré son mémoire de fin d'études à la lumière dans la basilique mariale de Pontmain, et tout spécialement pour le double anniversaire du bâtiment des Archives de la Mayenne. Elle a gentiment accepté de mener une étude comparable dans ce bâtiment labellisé qui n'a que peu de rapport dans ses fonctions avec la basilique de Pontmain. Fabiola, la parole est à toi. Merci. Je tiens à exprimer ma gratitude, Cyril, pour cette introduction chaleureuse et pour m'avoir convié à prendre part à ces colloques. C'est avec un immense honneur que je me tiens devant vous aujourd'hui, surtout dans les cadres de cette table ronde, et où je partagerai de réflexions avec Joël Surcouf et sur l'un des architectes préférés, Dominique Perrault. Dans cette partie, nous allons nous plonger dans l'exploration de la lumière, et les points de départ résident dans une question cruciale. Quelle est la place de la lumière dans l'architecture ?
Ces sujets passionnants proviennent de ma fascination pour la lumière et les vitraux. Mes expériences personnelles et professionnelles forgées au fil de ma carrière en tant qu'architecte au Pérou et en France ont éveillé en moi une grande admiration pour l'architecture française. Et au fil de mon parcours, mon attention s'est focalisée sur les monuments historiques, suscitant une réflexion approfondie sur leur relation sur la lumière, un élément véritablement remarquable dans leur ensemble. Dans cette partie de notre présentation, nous entreprendrons une analyse de la contribution de la lumière aux archives de la Mayenne. On va illustrer cette présentation par des croquis et quelques photos. Pour ce faire, j'ai déployé des moyens de recherche concrets. Tout d'abord, j'ai entrepris des investigations dans les archives départementales de la Mayenne afin de recueillir des informations essentielles sur la genèse de la construction du bâtiment. Par la suite, mes recherches se sont étendues au centre de documentation de l'école d'architecture de Rennes. Et cet établissement s'est avéré être une véritable mine d'informations sur des thèmes tels que la lumière, sur l'architecte Dominique Perrault, sur l'architecture de conservation, ainsi que sur les œuvres des architectes qui ont déjà construit des bâtiments d'information, des bâtiments ou des bibliothèques. Dans cette démarche, j'accorde une attention particulière à l'analyse des travaux relatifs aux architectes de la Mayenne réalisés par Duval Philippe et Mercier Clerc, anciens étudiants de l'école de Rennes. Leur contribution s'est avérée être une source précieuse d'informations, enrichissant significativement mon exploration de ce sujet. Et merci. On va commencer cette analyse. Oui, c'est la première. Voilà, ça c'est le plan. Cette analyse s'articule autour de deux parties distantes. La première partie explore la participation de la lumière dans les palais d'archives. On va parler un petit peu de la lumière, les caractéristiques architecturales du palais d'archives. Quel type de lumière on a convoqué? Avait-on les mêmes comportements vis-à-vis de la lumière dans un édifice créé au début du XXe siècle? Savait-on déjà que la lumière détériore les documents? Ce sont des questions que je me suis posées au cours de mes recherches. Et dans la seconde partie, se concentrera sur la vision de Dominique Perrault quant à la lumière dans son travail. On va parler de la lumière dans le travail de Dominique et comment est-ce qu'il a réussi à filtrer la lumière. Comment il joue avec la lumière dans les fenêtres hautes de la salle des archives qui se reflètent sur le mur. Je veux commencer cette première partie par une citation de l'architecte Le Corbusier. L'architecture est le jeu savant, correct et magnifique des volumes sous la lumière. C'est vrai, la lumière est un élément indispensable à la conception de l'architecture et d'un bâtiment. Elle n'est pas simplement un élément fonctionnel, elle apporte une valeur émotionnelle, un lien sensible avec l'architecture et elle crée des expériences spatiales au bénéfice des usagers. C'est la lumière et la forme qui sont indissociables. Elles sont essentielles à la compréhension de la construction, les styles, l'appréciation des perceptions et sa maîtrise parfois exigeante requiert des connaissances spécifiques. Et en utilisant cet élément, nous pouvons mettre en valeur les textures, les couleurs et les formes d'un espace et permettre à l'architecture d'atteindre le véritable objectif pour lequel elle a été créée. Ainsi dans l'acte créatif des architectes, la lumière se présente comme matière polyvalente, intervenant sous divers aspects. Et dans ce contexte, l'intégration de la lumière dans l'architecture d'archives s'avère fondamentale pour dynamiser l'espace public tout au long de la journée. Et paradoxalement, la lumière doit en même temps être soigneusement gérée, car son impact direct pourrait endommager les documents. Contrairement à l'approche adoptée dans l'architecture religieuse, domaine sur lequel j'ai récemment focalisé mes travaux,
qui favorise l'entrée de la lumière directe. Il convient de souligner que dans le cas d'archives, c'est l'inverse. Il vaut mieux éviter les rayons solaires car ils sont extrêmement nocifs pour la conservation du papier. Et dans ces parties, il me semble important d'analyser sa participation au bâtiment d'archives. Avant tout, il faut connaître l'évolution de l'architecture de conservation. On va passer la diapositive suivante. Voilà. La pratique, l'art de l'archivage et de la préservation des documents trouve ses racines au Moyen-Âge. Les chambres d'archives d'abbayes ou des châteaux étaient minutieusement planifiées avec des murs épais, des petites fenêtres pour prévenir l'exposition directe à la lumière. C'est pour ça qu'ils ont mis les croquis de la cave, parce que cela m'a fait penser un petit peu cet espace. Et c'est grâce à cette attention particulière que de nombreuses archives datant du XIe et XIIIe siècle ont perduré jusqu'à notre époque, conservées dans un bon état. Au XVIe et XVIIe siècle, les monarchies européennes ont ressenti le besoin de créer des bâtiments d'archives spécifiques, les percevant comme des symboles du prestige. La sécurité physique était une priorité, mais on a également accordé une attention croissante à la décoration et à la grandeur. À partir de la seconde moitié du XVIIe siècle, les bâtiments d'archives ont évolué pour inclure des espaces publics, ouverts au public comme des salles de lecture et d'exposition. Les styles architecturaux pouvaient varier, mais la tendance prédominante était d'opter pour des grandes galeries spacieuses avec des hauts plafonds et des grandes fenêtres pour aussi laisser entrer la lumière et pour maximiser l'utilisation de la lumière naturelle, éliminant aussi les risques liés à l'usage des bougies ou des lampes à pétrole. Et quant à la création du palais d'archives de la Mayenne, selon le rapport de l'inspecteur, les impératifs tournaient autour de la sécurité vis-à-vis de l'humidité et des incendies, ainsi que du stockage requis pour les collections. La configuration du dépôt consistait en des travées transversales aussi rapprochées que possible avec un éclairage latéral. De plus, il était préconisé d'éviter l'utilisation d'échelles, ce qui limitait la hauteur des étages à 2,50 m pour chaque étage. Lors de l'évolution de l'inspecteur, les archives d'Agen ont été reconnues comme un modèle à suivre. Et les plans conçus par l'architecte départemental de Lot-et-Garonne reflètent l'ensemble de ces recommandations. Les bâtiments édifiés en pierre de taille calcaire présentent des dimensions de 27 mètres de long sur 17 mètres de large. Il se compose d'un rez-de-chaussée surélevé reposant élégamment sur un socle en granit et des 3 étages des magasins accessibles par un escalier central. Les façades se distinguent par des rangées de fenêtres harmonieusement rythmées par des pilastres à chapiteaux dans un style néoclassique. Cette composition contribue à affiner la silhouette du monument. Et la lumière naturelle provient de sa source principale, le soleil. Capter la lumière réfléchie par le soleil, c'est la récupérer pour éclairer naturellement un bâtiment, créer une ambiance ou mettre en valeur un certain objet. Sa nature immatérielle change en fonction des saisons, de la rotation de la Terre et des conditions de l'environnement. La France étant située dans l'hémisphère nord, le parcours du Soleil présente une certaine inclinaison au cours des différentes saisons de l'année. Par exemple, en été, le Soleil se déplace du nord-est au nord-ouest et en hiver, du sud-est au sud-ouest. Et dans ce cadre de cette analyse, il est important de remarquer que l'axe du bâtiment est dirigé vers le nord-est. La lumière naturelle a donc l'avantage de pénétrer par la façade sud et les côtés latéraux. À l'intérieur, le palais d'archives était doté d'un espace de stockage dépourvu de lumière artificielle.
l'idée était d'exploiter l'éclairage latéral et zénital, provenant des fenêtres latérales et des lanterneaux au niveau de la toiture. Et en observant des photographies, on constate que l'intégration des planchers à claire-voie, c'est-à-dire de planchers en fonte ajourée, a permis à la lumière de pénétrer à tous les étages. Ce parti de transparence est établi dès le début, avec le choix d'un maillage en béton armé et l'utilisation du système poteau-poutre pour tirer parti de la lumière naturelle et d'aérer l'espace de stockage. C'est à ce moment que je me pose la question, est-ce que cette approche était adaptée pour un édifice dédié à la préservation des documents? Les répercussions sur les palais d'archives demeurent incertaines. Il semble que dans les contextes de stockage nécessaires pour les collections, les bâtiments de Laval témoignaient d'une évolution significative, répondaient parfaitement aux exigences de son époque et a rempli sa fonction pendant plusieurs décennies. Au fil du temps, les palais d'archives est devenu obsolètes, avec des magasins dépourvus de chauffage, d'éclairage électrique et un système de sécurité. Il ne remplissait plus sa fonction depuis longtemps. Une restructuration s'imposait de toute urgence, et en raison de l'accumulation constante d'archives. Et c'est à ce moment qu'on va parler de la lumière dans le travail de Dominique Perrault. Comment les thèmes de la lumière s'intègrent dans les processus de projet? Quel statut on peut donner à la lumière en architecture? En explorant les idées de l'architecte Dominique Perrault, notamment à travers l'ouvrage de « Qu'est-ce que la lumière pour les architectes » d'Alice Dubé, dans cette deuxième partie, nous allons découvrir une perspective intéressante. Pour Perrault, l'évolution historique de l'architecture représente une quête lumineuse, passant de murs épais à la conquête de la lumière moderne, grâce au progrès scientifique. L'architecture semble transcender sa fonction protectrice initiale pour devenir une recherche progressive de la transcendance au-delà des attributs physiques. Les façades, devenues des pots indépendants de la structure porteuse, ont pu adopter de nouveaux habits, pendant matérialité, pour gagner en transparence. C'est la transparence qui crée une continuité entre l'intérieur et l'extérieur, mettant en avant les propriétés transcendantes de la lumière, non seulement en tant que révélatrice de l'espace, mais en tant que réalité matérielle en elle-même. C'est l'intérêt qui réside dans la capacité de la lumière à émouvoir et à susciter des émotions physiques, transcendant la matière, la forme et l'architecture pour révéler l'essence d'un lieu. Entre espace, entre transparence et opacité, luminosité et intimité, diverses expériences physiques de la lumière influencent sur la relation avec l'espace. Et dans cette perspective, les éléments architecturaux agissent comme des filtres, des outils optiques qui confèrent à la lumière la présence nécessaire pour unifier l'architecture et les territoires dans un espace émotionnel. Et concernant le projet, cela repose sur deux axes, conservation et communication. Les architectes ont décidé de préserver les bâtiments, ces bâtiments néoclassiques, en tant que point de départ du projet, par les biais d'une opération de vidage intégral, comme nous avons vu tout à l'heure. Les bâtiments ont été transformés à l'intérieur, donnant naissance à une nouvelle structure et une réorganisation des espaces. C'est ainsi qui a été dessiné comme les blocs de communication, se distinguant par son ouverture et sa luminosité. En s'appuyant sur le volume du bâtiment existant, l'extension se présente sous la forme d'un volume simple revêtu de bois. La salle de consultation occupe une place centrale dans les bâtiments existants, délimitée spatialement par un puits de lumière qui capte la lumière naturelle provenant de la façade sud via la toiture.
Les larges baies existantes sont stratégiquement organisées pour encadrer les vues sur le jardin et les quartiers. Et cet espace joue en réalité un rôle central, agissant comme un pivot autour duquel s'articulent les autres zones. Et de manière similaire, aux étages, les bureaux du personnel d'archives s'étendent en périphérie du vide. L'ensemble du dessin est conçu pour intégrer harmonieusement la préservation de l'ancien bâtiment et l'incorporation d'éléments contemporains. D'autre part, en observant les photos de la maquette au début du projet, lors de la phase esquisse, on peut noter que les bâtiments de stockage comportaient des silos. Ceci était dû à la demande du commanditaire pour un éclairage naturel minimal. Cependant, cette configuration rendait plus complexe la maîtrise de la température et du taux d'humidité. Suite à la suppression de l'éclairage naturel, la surface du bâtiment a été rendue plane et recouverte des panneaux de bois. C'est pourquoi les magasins de stockage bénéficient d'un éclairage artificiel. Et comment l'architecte joue avec la lumière? Il est essentiel de comprendre que l'ambiance lumineuse demeure une constante en architecture, exerçant une influence significative sur l'environnement visuel du spectateur. Selon Nicolas Révéron, spécialiste en histoire de l'art et de l'architecture, il y a 4 grandeurs, à savoir l'intensité lumineuse liée à l'émission de la lumière, les flux lumineux, qui représentent la puissance lumineuse émise par le soleil, l'éclairement, qui c'est la densité du flux lumineux reçu par une surface, la luminance, qui correspond à la quantité de lumière émise par un objet dans une direction spécifique. Et ces paramètres sont particulièrement déterminants dans la réflexion de la lumière et exercent une influence majeure sur le rendu des couleurs au sein de l'ambiance architecturale. En ce qui concerne la salle de lecture, elle est généreusement illuminée par un puits de lumière centrale de 15 mètres de hauteur, captant la lumière naturelle de la toiture. Cette conception renforce de manière significative les caractères symboliques de la fonction des communications. La salle de lecture est vraiment le principal lieu d'accueil du public et à ce titre, elle doit être lumineuse. Avec l'éclairage naturel descendant du sommet, la salle de lecture se distingue par un rideau métallique imposant qui enveloppe la face interne de ce puits de lumière. Et ce rideau agit comme un filtre subtil, diffusant en douceur la lumière naturelle qui se reflète sur les grands murs et sublimant ainsi l'espace de manière unique. Et en observant les croquis, la lumière entre directement et se concentre sur la partie supérieure du grand mur. Et le phénomène de réflexion de la lumière s'est produit, où elle change de direction vers la salle de lecture, qui est filtrée par les rideaux métalliques. Et la hauteur imposante du puits de lumière joue également un rôle essentiel en distribuant uniformément la lumière dans toute la salle de lecture, éliminant les zones d'ombre et offrant une expérience visuelle harmonieuse. Il convient de souligner que cette innovation a été testée avec succès lors de la conception de la Bibliothèque nationale de Paris, comme a été évoqué tout à l'heure, et attestant de son efficacité et de son impact positif. Pour conclure, en réfléchissant à la participation de la lumière dans le palais d'archives Mayenne au fil du temps, nous constatons une évolution significative dans la perception de la lumière au sein de l'architecture dédiée à la préservation des documents. L'exemple du palais d'archives de Mayenne illustre cette évolution avec des caractéristiques architecturales adaptées aux exigences de conservation de l'époque.
Cependant, face à l'obsolescence du bâtiment, une réhabilitation et une extension ont été nécessaires, dirigées par Dominique Perrault. Et la vision de Perrault sur la lumière et l'architecture va au-delà de sa fonction utilitaire. Pour lui, la lumière devient un élément poétique, capable d'éveiller des émotions et de transcender la matérialité de l'espace. Et dans la réhabilitation des archives départementales, la lumière naturelle est utilisée de manière novatrice, créant des expériences visuelles uniques dans les salles de lecture et grâce à un puits de lumière central et un rideau métallique. L'œuvre de Perrault témoigne une vision contemporaine de l'architecture qui célèbre la lumière comme un élément essentiel à l'expérience humaine et à la mise en valeur du patrimoine. Pour finir, je tiens à exprimer ma sincère gratitude envers chacun d'entre vous pour votre participation et un remerciement spécial à Cyril Daïdé et aux archives départementales de la Mayenne pour leur aimable invitation et à prendre part à ces colloques enrichissants. Merci.